Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 41 de la Posca, un podcast de l'Académie de la qualité efficace. Alors restez avec nous parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet mercantile. C'est mercantile. C'est quel est l'avantage de prendre des consultants par rapport à faire ça en interne. Ça a suscité beaucoup de réactions par message privé dans les gens qui nous suivent régulièrement. J'ai voulu faire ce sujet parce qu'une paire de fois, ça nous est arrivé une paire de fois, où on a remporté la proposition, mais au dernier moment, on s'est fait couper les... la direction a plutôt essayé de rediriger le projet en interne. Alors, moi, ça m'est arrivé aussi une fois, je me rappelle, quand je bossais. Parce que là, tu bosses plus. Il y a longtemps, hein, quoi. Quand je bossais en tant que salarié d'une grande entreprise, où un projet comme ça te tombe dessus alors que c'était censé être sous-traité. Enfin ouais. Quel est qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet, vous là? Parce que du coup, ça a été discuté mercantile. Écoute, moi je n'ai pas ton expérience, ça ne m'est pas encore arrivé. Ou alors c'est juste que je suis plus convaincant, je sais pas. Dur à dire. Ouais, non, mais en fait, t'imagines, là la direction dit bah voilà, ça y est, ce projet, enfin on va faire ce truc, disons, je sais pas moi, on va installer ce logiciel chez nous, on va le faire développer par une entreprise extérieure. Le mec cherche des entreprises, ils font des cotations. Donc là, il y a des devis qui arrivent, tout ça, et puis au bout d'un moment, ils voient les devis, ils font, à mon avis, ils tirent un peu la langue, et du coup, ils se disent, bon, au lieu de le faire en externe, on va le faire en interne. Et du coup, ils se retournent vers l'IT, ou pas qui d'autre, et l'IT, ils font, bon, est-ce que vous pouvez le faire? Et l'IT fait, oui, on peut le faire. Mais est-ce que vous voulez le faire? Ah non. C'est ça. Ou alors, pour quand ça peut être fait? Oh là. Va falloir augmenter les effectifs, hein. Non, parce que c'est vrai, eux, ils ont leur charge déjà de travail quotidien. Ils ont les projets qui sont déjà embarqués depuis un moment. Et on leur colle dessus un truc imprévu à faire plus ou moins en urgence, parce que sur le principe, s'ils en étaient déjà à la sélection d'entreprise et trier les devis, ça veut dire que c'est censé être fait pour dans pas longtemps, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu penses, hein. Moi, ce que j'en pense, c'est que il y a cette notion effectivement de charge-capacité pour les équipes internes, mais tu as aussi la notion de compétences, et à mon sens, les compétences en interne ne vont peut-être pas être suffisantes par rapport à un projet donné. Alors, tu as pris l'exemple de l'IT, c'est peut-être pas un sujet sur lequel je suis le mieux positionné, mais moi je vois que souvent, t'as un truc qui se joue en interne, c'est que t'as des gens qui ont pas forcément vu beaucoup d'entreprises différentes, qui ont pas forcément beaucoup de benchmarks, qui du coup, en fait, si je devais le dire de manière un peu cash, ont été biberonnés pendant des années et des années au fonctionnement du site, et qui vont avoir beaucoup plus de mal à sortir du cadre qu'ils ont l'habitude de voir, à inventer, construire des solutions vraiment efficaces, parce qu'ils penseront pas à certaines choses que le consultant faisant des missions et des projets sur ce sujet-là régulièrement, plusieurs fois par an, peut être beaucoup plus souvent amené à réfléchir et à proposer des outils différents, des approches différentes, plus facilement. Et en plus, le consultant, en fait, il va pouvoir aussi avoir une vision sur qui sera pas tronqué par des on a toujours fait comme ça, ouais mais tu comprends ici c'est pas pareil qu'ailleurs, etc. Et ça je pense que c'est vraiment important. Ouais, et puis il a l'avantage d'avoir pu tester plusieurs fois ces trucs, quoi. Exactement. Et de voir quand tu lances ton truc, c'est ton premier test, quoi. Donc alors il a cet avantage-là, il a l'avantage d'avoir vu le truc fonctionner. Et par contre, il a intérêt à être très fort pour convaincre, parce que même si tu l'as vu, même si tu sais que ça va marcher, le client va potentiellement être un peu inquiet et pas forcément croire à argent comptant le consultant que le fait qu'il va avoir les résultats, quoi.
Mm. Après, en interne, c'est vraiment difficile aussi parce que, imagine, tu as ton travail quotidien et en plus de ça, tu dois penser à une nouvelle solution. Donc là, déjà, ça te prend pas mal de charge mentale en disant, bon, bah, ok, je vais faire comme ça. Après, il faut construire la nouvelle solution. Ouais. Ensuite, il faut convaincre tous tes petits camarades que ce que tu vas leur faire, c'est cool. Ensuite, il faut les former à ce que tu veux faire parce que eux, du coup, ils ont pas forcément l'idéal que tu as. En fait, tu vois, ils vont pas forcément la avoir vision. ton idéal, la vision. Après, il faut parce que finalement, croisons les doigts que la direction, elle soit aussi impliquée dans ce projet qui était censé être managé par des consultants et que du coup, finalement, ça se retourne en interne. Donc, c'est le gars qui le fait. S'il y a un panier de crabes avec lui pour piloter ou pour faire ces trucs, bah, du coup ça va prendre vraiment beaucoup de retard. Et ensuite après il doit suivre ça dans le temps. Et tout ça en parallèle de ses 100% de charge habituelles quoi. Et ça c'est le malheur de je trouve l'industrie, c'est de planifier toujours à ressources infinies les projets, c'est-à-dire que bah tu prends un projet, hop bah on va mettre lui et lui. Et bah il le fera en parallèle de son taf quoi. Peut-être qu'on prendra quelqu'un en plus, mais pas tout de suite. Enfin, on va voir comment ça évolue. Pas forcément tout le temps en parallèle du taf quand même. Il y a beaucoup de sites où ils vont dire bon bah on va lui dégager 50% de son temps là-dessus. Bon, en vrai, on lui enlève que 30% de sa charge, hein, mais bon, voilà. Et on lui en demande quand même 100. Non, mais franchement, c'est voilà. ça. Même quand tu détaches, finalement, il y a personne qui reprend, en fait. C'est genre, bah oui, tu peux, c'est ta priorité. Donc, tout le reste, tu te démerdes toi pour tout virer de ton agenda. Et ça, c'est chaud, quoi. Ouais. Et après, moi, je pense, moi, j'ai eu une expérience qui m'a assez marqué quand j'étais dans mon ancienne boîte. J'avais jamais vraiment animé un atelier dans ce sens-là, mais je me suis dit, allez, on va faire comme tous les mecs de l'amélioration continue disent de faire. On va prendre les mecs et on va leur demander à eux de faire le process cible, quoi, de construire le process cible. Donc j'ai organisé tout l'atelier, page blanche, on y va, une demi-journée, et en fait on a sorti de la merde. Je suis désolé, hein, et c'est pas de leur faute en fait, c'est que c'est pas un exercice, c'est pas leur métier, c'est pas leur compétence, ils savent pas forcément faire ça. T'as beau bien les accompagner, il y a des subtilités méthodologiques qu'ils comprennent pas, et en fait, le métier de consultant, quand tu fais de l'amélioration sur un sujet en particulier, t'as à la fois la maîtrise du sujet avec la vision de plusieurs sites, de ce qui se fait à droite, à gauche, de ce qui est accepté à droite, à gauche par les clients, par les inspecteurs, mais t'as aussi cette expertise méthodologique pour construire, accompagner vers la cible que t'as pas forcément développé en interne, et c'est pas parce qu'on t'a fait faire 2 ou 3 formations de conduite du changement que tu vas savoir le faire, quoi. C'est vrai, c'est un vrai métier en fait derrière, au-delà de l'expertise sur le process en l'occurrence, c'est la méthode d'accompagnement et la méthode pour favoriser l'appropriation, justement comme tu le disais, auprès des équipes, la méthode pour organiser la communication, et puis la méthode pas à pas aussi, comment est-ce que tu vas le déployer, par quoi tu vas commencer, etc. C'est des choses que, en tant que consultant, nous on passe énormément de temps à réfléchir, à concevoir. Si on prend nos sujets principaux, que ce soit les dossiers de l'eau ou les déviations, c'est des années de réflexion, de structuration pour arriver à une méthode qui va pouvoir apporter des résultats. Et quand t'as pas ces années et qu'on te dit bon allez les gars, en interne vous allez nous améliorer le process de déviation, tu vas avoir tout le monde qui va ramener un petit peu sa petite idée de droite, de gauche, avec des arguments des fois irréfutables. Tu vas pas savoir comment les challenger. Tu vas pas savoir aussi dans quel ordre prendre les choses pour pouvoir y arriver. Et donc finalement, tu vas passer des fois 6 mois à essayer de faire quelque chose qui va peut-être aboutir ou peut-être pas. Alors qu'avec un consultant, tu vas passer beaucoup moins de temps et tu vas vite passer dans le résultat. T'as aussi, c'est super vrai. T'as aussi justement le fait que le consultant c'est une personne extérieure. Et en fait, tu passes complètement l'animosité qu'il peut y avoir entre les personnes, l'expérience. Enfin, tu vois, en gros, tout le monde sait que tout ce que tout le monde a fait depuis des années, tu vois. Et puis, finalement, le consultant c'est une personne nouvelle qui va avoir beaucoup moins de mal enfin, qui va passer un peu au. En gros, déjà, il va pouvoir avoir moins de mal à dire les choses, c'est-à-dire que t'es pas obligé de vivre avec dans le même bureau pendant les 10 prochaines années. Hein. Donc là, tu peux vraiment dire les choses quand t'es consultant, tandis qu'en interne, tu marches quand même un peu sur des œufs, quoi. Oui,
Mais en fait, pour moi, il y a l'avantage et l'inconvénient. Donc déjà, effectivement, en interne, tu marches sur des œufs, tu vas peut-être parfois même pas être écouté, ou alors tu vas sortir beaucoup plus les rames pour être écouté, parce que aussi, bah, il y a un fait, hein, c'est qu'à un moment donné, la direction, elle a accepté de payer des consultants, et donc quelque part, le fait qu'elle ait payé, elle va plus facilement écouter que quand, bah, si tu dis au mec en interne de le faire, t'as pas sorti le chéquier pour payer l'intervention du mec de ta boîte, quoi. Donc, tu vas être plus entendu en tant que consultant, peut-être plus entendu par des sponsors, par des directions. Mais par contre, sur le terrain, il y a aussi une méfiance du consultant qui peut apparaître. Hein, ça dépend des gens, hein, mais voilà, dire ouais, mais de toute façon, vous connaissez pas notre site. De toute façon, nous, on n'est pas comme tout le monde. Ce que vous dites, ça marche ailleurs, mais ça peut pas marcher chez nous. Tu vois, il y a cette méfiance aussi de bah vous connaissez pas notre environnement. Pourquoi est-ce que c'est vous qui venez nous dire comment travailler? Si je caricature. Ouais, j'entends, mais cette méfiance, elle est plus présente quand le sujet tombe comme un cheveu sur la soupe. Par contre, si les gars, ils galèrent depuis déjà 1 an ou 2 ans à essayer de faire le truc. Ils ont essayé en interne 1 fois ou 2, ça a moyen marché. Bah du coup, quand ils font bon, bah ça y est, la direction a craqué, ils ont payé un consultant, on va l'écouter quoi, parce qu'ils ont essayé. Tandis que si c'est la direction ou un audit groupe qui arrive, qui fait bon bah là on va leur mettre un consultant pour qu'ils améliorent ça. Les gars, ils savaient pas vraiment qu'ils avaient ce problème-là. Et ben c'est là où ça combat dur, quoi. Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord aussi. Hein. T'as vraiment tout plein de cas de figure. T'as le cas de figure de ça fait un moment que les gars ils triment à essayer d'améliorer, ils y arrivent pas forcément, mais ils ont déjà fait plein de choses. Et de se dire, putain, il y a un mec extérieur qui vient recasser ce qu'on a fait, etc. Ça peut bloquer aussi. Hein. Donc en fait, l'avantage du consultant, c'est qu'il va plus facilement avoir l'oreille effectivement de la direction. Il va peut-être pouvoir faire passer des messages qui sont plus durs à faire passer en interne. Maintenant, il faut que le consultant, et j'estime que c'est un peu aussi nous notre position, hein, il soit vachement empathique et proche des équipes terrain, parce que c'est peut-être plus là où il va y avoir de la méfiance. Et après, en règle générale, quand on commence à expliquer, quand on commence à travailler avec eux, ça se déverrouille bien. Mais de prime abord, il peut y avoir une méfiance comme ça. Et puis faut que tu vois, enfin ouais aussi, faut que le consultant ça soit pas, faut que t'aies un peu l'expérience, quoi. Faut que ça se voit que tu saches de quoi tu parles. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si c'est quelqu'un qui vient de ça, qui a pas trop d'expérience, etc., il va se faire bouffer, quoi. Ouais, complètement. Et après, je pense aussi, si on regarde, si on reprend la question de base, est-ce qu'il vaut mieux y aller avec des gens en interne ou des gens en externe? Donc on a abordé pas mal de points, mais il y a aussi la notion de quand tu as l'habitude de faire des projets de ce type-là, t'es aussi conscient un peu plus des impacts que ça peut avoir à droite à gauche, plus que quand tu fais le projet, c'est la première fois que tu le fais et tu le fais pour ta boîte en interne, quoi. Et tu peux sous-estimer certains impacts et moins les anticiper, et ça peut être un vrai frein après pour la mise en œuvre finale de l'amélioration, quoi. Il y a un truc intéressant aussi quand t'es en interne en général, t'as l'impression où tu vas penser connaître bien ton process, quoi. C'est-à-dire que tu vas faire ton mapping un peu tout seul. Ensuite, tu vas imaginer ta solution un peu tout seul, parce que oui, en vrai c'est normal. Hein, moi je l'ai fait ça. et finalement, quand t'arrives pour tester ton truc, c'est punaise. Il y a plein de trucs qu'en fait j'avais pas pensé, et c'est exactement ce que tu disais, quoi. Il y a plein de trucs que j'avais pas pensé, et en fait ça se passe pas vraiment comme ça. Il y a plein de trucs, tandis que nous, tu vois, on a en tant que consultant, t'as une bonne connaissance de comment ça devrait se passer et tout, mais t'as pas justement ces connaissances de la boîte, et tu vas remettre tout à plat au tout début, quoi. Tu vas regarder. Après, attention, parce que moi j'ai eu aussi l'expérience du consultant qui peut intervenir sur un peu tous les sujets. Nous, on a un cas particulier aussi, c'est-à-dire que nous, on a ciblé certains sujets qu'on rencontre partout, et on fait entre guillemets que ça. Moi, quand j'étais consultant et qu'un jour on m'envoyait sur une mission pour optimiser et préparer un outsourcing aux affaires réglementaires, et puis le lendemain on t'envoie sur un projet supply, t'as pas cette maîtrise, donc tu anticipes pas plus qu'en interne. Tu vois, c'est vrai que faut aussi qu'on fasse attention dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a plusieurs types de consultants.
on en fera un autre live là-dessus. Mais même si tu sépares prestation de service et conseil, même dans le conseil, quoi, tu vas avoir des boîtes qui sont plus généralistes même pas pharma. Et du coup, en fait, elles vont pas maîtriser aussi bien les impacts. Tu vas avoir des boîtes généralistes, mais que dans la pharma, mais qui peuvent faire un peu tout dans la pharma. Et ça, c'était là où j'étais avant. Et puis, tu vas avoir aussi des boîtes comme nous où c'est spécialiste dans la pharma. Et nous, on est spécialiste de certains sujets. Sur ces sujets-là, on maîtrise vraiment bien le truc. Et donc, c'est là où on va apporter cette plus-value. Là où un consultant généraliste le maîtrisera moins ses impacts et sera un peu plus, effectivement, devra faire un peu plus preuve d'agilité parce que en fait, il va découvrir certains impacts au fur et à mesure, quoi. Ah, c'est intéressant. Ouais. mais voilà, et t'as un élément aussi qui est ultra clé de pourquoi est-ce que c'est bien de prendre des consultants versus de l'interne. C'est le planning de la transformation. Quand t'as des consultants, enfin nous, ok, on fait des projets des fois où malgré tout ce qu'on peut faire, le planning il va déraper parce que le client il a des contraintes qui font que. Mais globalement, le planning il aura quand même tendance à moins déraper si t'as une boîte extérieure qui vient parce que t'as planifié, t'as organisé le truc. Alors qu'en interne, si t'as pas un suivi de projet ultra rigoureux avec un sponsoring, etc., ton planning il peut facilement déraper, quoi. Ouais, et puis du coup la direction justement qui a décidé que c'était un projet stratégique, sinon c'est oui, mais ça tu vois c'est un peu plus il y a l'intégration de ce nouveau produit et puis il y a ci et puis il y a ça, je dois faire ces réunions, moi je serai pas là. Alors que du coup si le consultant écoute entre 1000 et 2000 euros la journée, les gens ils se bougent quand même. Ouais, tu vas facilement plus facilement t'assurer que les gens y viennent, quoi. Moi j'avais aussi un autre truc qui était assez intéressant, c'était sur la gestion du changement aussi. C'est-à-dire que nous, quand on planifie, enfin finalement, quand tu fais une intervention, t'as tout un espèce de processus. Et je m'en suis rendu compte, je sais plus pourquoi, mais je me suis fait questionner sur pourquoi est-ce qu'on faisait comme ça et pourquoi il y avait tout un tas de phases avant les coachings, par exemple, où on va faire des interviews pour comprendre comment ça fonctionne pendant un jour. Après, on va faire une initiation. Ouais. Après, on va faire une présentation des outils au CODIR, etc. Et en fait, tout ça, ces 3 étapes-là, par exemple, ça fait c'est là pour faire rentrer doucement l'ensemble de l'entreprise dans le changement qui va se passer. C'est la conduite du changement, ouais, t'as raison. Et c'est de l'éducation aussi, hein. Parce qu'on a encore, je reviens sur mes différents cas de figure là, donc même dans le conseil spécialisé, hein, tu peux avoir le conseil spécialisé, on pourrait être spécialiste de la déviation, mais venir avec la feuille blanche à chaque fois et construire les trucs avec les équipes. C'est vrai que nous, on a aussi une approche où on va construire avec les équipes, mais avec une feuille de départ, un truc existant, en fait. Et du coup, la conduite du changement, elle est pas pareille dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vrai que, effectivement, les méthodes qu'on a développées nous par rapport aux sujets sur lesquels on intervient, elles sont conçues et dans le but aussi de créer des étapes clés dans le changement pour pouvoir s'assurer que c'est approprié. Et encore une fois, hein, c'est 15 ans de réflexion, hein, au final, hein. Enfin, moi, il y a certains sujets sur lesquels on intervient. J'ai commencé à faire ça il y a 15 ans. Et petit à petit, et depuis 6 ans là, avec l'Académie de la qualité efficace, effectivement, on travaille régulièrement justement pour comment est-ce qu'on peut rendre la méthode plus efficace pour apporter le changement, quoi. Après, c'est pas parce que tu le fais depuis longtemps que t'es fort. Ça, c'est un truc. Ce qui est important de savoir. Ok, merci. Non. Non. C'est vrai, je sais plus, j'avais entendu cette histoire comme quoi il y a un boulanger qui est dans le village depuis 30 ans et il fait son pain tout le temps comme ça, et ça fait 30 ans qu'il est là, tandis qu'il y a un jeune qui ressort de l'école de boulangerie, je sais pas s'il y a une école de boulangerie, et il arrive, il s'installe, et là il fait du super bon pain avec du super bon pain parce qu'il, je sais pas, et tout le monde va le voir, et finalement il est là, mais putain, moi je fais mon pain depuis 30 ans, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que non, l'autre il a fait du meilleur pain, et finalement tout le monde va acheter son meilleur pain, quoi. Donc c'est la différence entre l'expérience et la compétence, c'est 2 choses différentes. Et finalement, en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est te remettre régulièrement en question. Et le fait que tu vas voir des clients différents régulièrement fait que tu reprépares ta mission depuis zéro.
tu re-questionnes ce que tu as fait avec l'expérience de l'admission d'avant, ce qui a bien marché, ce qui a pas marché, et ça t'oblige constamment à devoir améliorer ton processus de déploiement et ta méthode quoi. Mais ça c'est important ce que tu dis. Et encore une fois, par rapport à ce que nous on fait sur les sujets principaux, on a la chance d'avoir la possibilité de faire ça plus facilement. Moi, quand je faisais des sujets divers et variés avant, quand j'étais dans ce cabinet de conseil généraliste, mais dans la pharma, comme d'une mission à l'autre, il fallait inventer la méthode systématiquement. Tu pouvais pas souvent te dire, ok, je fais un retour d'expérience, qu'est-ce qui a pas bien marché, parce que tu savais même pas si tu allais refaire le sujet avant 10 ans, voire même peut-être jamais. Moi, il y a certains sujets, je l'ai fait une fois et c'est tout quoi. Et alors que là, nous, comme on sait qu'on régulièrement on intervient là-dessus, en fait, on se re-questionne quand même régulièrement aussi sur comment on peut améliorer aussi nos outils, nos méthodes, nos initiations. Moi, je prends la partie formation quand on vient sur les déviations. En 6 ans, on l'a changé au moins 3 ou 4 fois, quoi. Parce qu'à chaque fois, on cherche à l'améliorer. Ah, c'est pas après on n'a pas vraiment changé, on a plutôt amélioré des parties et justement pris en compte des aspects qui se présentent face à des cas de figure différents quoi. Ouais. Donc il y a des fois où en fait tout ton truc va se dérouler nickel et des fois ça va accrocher sur un truc, des fois c'est un process particulier et finalement en intégrant le process particulier pas l'intégrer en tant que spécification dans le cas général, mais surtout adapter pour que ça prenne en compte ce type de problème, quoi. Ouais, exactement. Oui, et ça se passe mal, on fait une investigation et on met des CAPA pour le changer, quoi. C'est de l'amélioration continue. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Mais tu vois, et quand on revient sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'interne, effectivement, tu peux pas avoir cette prise de recul parce qu'encore une fois, c'est la première fois que tu fais ce projet d'amélioration sur ce process. Heureusement qu'en fait, les boîtes, elles passent pas. Tous les ans, on va améliorer notre process déviation, tu vois. Mais du coup, tu peux pas avoir ce recul comme tu l'expliquais, quoi. Après, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est finalement, de temps en temps, pendant surtout au début du projet, il y a des managers qui vont qui vont peut-être parfois lutter contre les consultants en disant, et c'est justement dans le cas où ce manager, il avait déjà construit quelque chose qui marchait avant, qui vivait avant, quoi. Dans son optimum local. Désolé, c'est souvent le cas. Ça arrive qu'il y a des managers qui vont lutter activement. Alors qu'au final, le consultant, en tout cas sa posture qu'il devrait avoir, c'est de s'en foutre de tous ces trucs qu'il a fait, c'est-à-dire que tu les donnes, en gros, c'est pas toi qui vas prendre la gloire en interne, quoi. Parce que de toute façon, t'as aucun intérêt à prendre la gloire en interne. Ouais, le consultant, il a aucun intérêt à ça. Et finalement, c'est le promoteur du projet et tous ceux qui ont travaillé avec le consultant qui vont se récolter la gloire en interne et du coup les fruits de ce qui va fonctionner. Donc après, c'est un message que j'aimerais faire passer à tous ceux qui prennent des consultants ou qui ont des consultants qui vont dans leur boîte, c'est plutôt aller essayer de pomper tout ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont, tous leurs outils, essayer de gratter tout ce que vous pouvez, parce que finalement, on a plein de trucs. Faites comme Paul Adrien a fait avec moi. On a plein de trucs qui existent qu'on va pas forcément présenter parce que c'est pas forcément la mission ou c'est pas forcément l'intérêt du truc, mais si jamais vous avez un problème, et toi, tu ferais quoi dans ce cas-là? Et du coup, travailler avec les consultants, travailler avec eux de près, participer au projet et tout ça, et finalement, vous allez pouvoir même le projet sera forcément meilleur parce qu'il y a des gens s'il y a des gens en interne qui travaillent et qui font marcher le projet, ça va encore plus marcher. Et en plus derrière, vous allez pouvoir récolter plein de choses pour vos affaires et même de valeur et tout ça. Et puis derrière, quand le consultant va partir, qu'est-ce qui va rester? C'est ceux qui ont travaillé avec sur le projet, quoi. Et c'est ceux qu'on aura vus dans les réunions, c'est ceux qu'on aura vus dans les présentations, etc. Et donc, finalement, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Moi, je suis d'accord, je me mets dans les bottes du coup du consultant. Et effectivement, c'est exact ce que tu as décrit, c'est ce que tu as fait avec moi quand on s'est rencontrés, que moi j'étais le consultant et que toi t'étais l'opérationnel, quoi. Et effectivement, t'as tout pompé. En tout cas, t'as essayé de tout pomper.
Mais en tant que consultant, c'est aussi intéressant d'avoir aussi des gens qui s'intéressent, de leur expliquer, de machin. Et puis, ça permet aussi c'est aussi dans la vision de vouloir transformer les choses, quoi. Faut aussi, faut être ouvert, hein. Les consultants, faut pas non plus qu'on soit en mode arc-bouté. Non, c'est ma méthode, je te dirai pas. T'as qu'à payer si tu veux savoir. Voilà. De toute façon, notre force, elle est pas forcément que dans la méthode, mais donc la méthode de traitement d'une déviation, par exemple. Mais elle est aussi justement dans tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est la méthode d'accompagnement et la conduite du changement, quoi. Donc en tant que consultant, il faut être ouvert aussi à partager des outils, des méthodes pour justement faire briller les gens en interne. Ouais, le consultant, nous, on s'en fout en fait de briller en interne, quoi. Et moi, Joshua, pendant des semaines, j'ai essayé d'avoir ton filtre déviation événement. J'ai dit, putain, il a un filtre déviation événement, il faut absolument que je l'ai. Je n'osais pas te le demander. Et du coup, tu veux pas me le montrer, et du coup, je peux le prendre en photo. J'ai essayé pendant des semaines de l'avoir. Mais il était affiché sur le panneau de pilotage. Au début, non, mais tu sais, on en discutait pendant un moment avant que ça soit. Ah oui. Et ouais, mais ça, c'est parce qu'il n'était pas encore finalisé. C'est pour ça que je te le montrais pas. Ah, il y a d'autres versions qui existent. Vas-y, j'ai envie de voir les autres versions. Non, c'était. Ah, et puis plein d'autres trucs comme ça où j'ai essayé de demander. Hey, du coup, t'aurais pas un outil pour ci, pour ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire là-dedans? C'est trop bien, moi je trouve. Franchement, c'est une bonne opportunité quand t'as un gars comme ça qui vient dans ta boîte. Du coup, tout ça étant dit, est-ce que ça coûte vraiment plus cher de le faire avec un consultant ou en interne? Bah, si tu prends en interne, c'est pas gratuit. Hein. En interne, c'est de l'achat, enfin c'est de la capacité d'équipe en moins que tu vas peut-être combler par ailleurs, blablabla. Donc c'est pas gratuit. Maintenant, si tu prends juste le coût main d'œuvre des gens mis sur le projet, tu vas te dire ouais, c'est plus cher de prendre un consultant. Mais si tu prends le coût plus après l'obtention des résultats, la certitude, enfin en tout cas plus de certitude d'avoir des résultats, plus le fait l'impact psychologique de l'échec. Ouais, là, non, mais c'est ça. Limite, s'il y a un échec, c'est vrai. Non, mais bref, t'as aussi la maîtrise plus sereine du planning. T'as aussi, forcément, des fois, le projet il va aller plus vite que ce que t'aurais fait en interne, même au-delà de la maîtrise du planning. Plus l'efficacité du consultant et l'identification des impacts à droite à gauche, etc. Moi, je pense que c'est difficile à évaluer le coût complet en interne, mais je pense malgré tout que de passer par des consultants, ça sera plus intéressant sur certains sujets. Moi, mon point, c'est si jamais dans ton projet, t'impliques des gens qui bossent sur le flux, tu perds. Ah ouais, ça c'est sûr. Direct, si dedans d'impliquer, t'impliques des gens à faire les trucs plus que donner leur avis, tu vois, donner leur avis ça va parce que de toute façon que tu fasses un consultant ou pas, ils vont devoir faire ça. Mais si il y a des mecs qui sont censés bosser sur le flux et que tu leur fais faire des trucs pour des projets, c'est sûr tu perds. Et là c'est dramatique quoi. Les mecs qui bossent sur le flux, il faut qu'ils restent sur le flux et il faut qu'ils le fassent. Faut que ça soit. Mais après tu pourrais aussi recruter des consultants, des prestataires de services pour faire de la main d'œuvre sur le flux, pour sortir tes gens du flux et faire le projet. T'es un malade. Il faut les former. Mais attends, ça se fait, hein. Ça se voit, hein. C'est pour ça que je pose la question. Exactement comme si t'enlevais le moteur de ta bagnole puis tu le remplaçais par des pédales pour que les mecs ils aillent pousser derrière, quoi. Non mais attends, pour que les mecs. Franchement, ça se fait, hein. Moi, je pose la question. Moi, j'ai un avis, mais voilà. Non, franchement, c'est horrible de faire ça. Ça, c'est horrible. C'est horrible, oui et non. T'as quand même aussi le côté, tu sais, les gens qui sont sur le flux, et alors on en a déjà parlé, mais c'est valorisant pour eux de se dire, moi je vais travailler sur le projet. Mais oui, mais c'est valorisant, mais en fait c'est parce que c'est mal foutu dans les boîtes. Il devrait y avoir une prime pour les mecs qui sont sur le flux, une prime pour les mecs qui bossent sur les déviations quand ils sont trop forts et. Pas content. Je suis d'accord. Mais oui, mais c'est eux. Non, mais je suis d'accord. C'est les trucs les plus importants. Alors on file des primes aux mecs qui vont se foutre sur des projets ERP ou des trucs comme ça, mais c'est dingue, moi je trouve. C'est dingue. C'est le coup de gueule de Monsieur Maton. En vrai, tu vois, tous les projets Kaizen et tout, c'est là où tu devrais mettre les stagiaires et tout, parce que les gars, ils ont un peu l'esprit neuf et
et enfin tu vois, ils savent pas trop quoi. Arrête, enfin tu peux les mettre pour faire les actions qui sortent de mais si t'as pas quelqu'un qui maîtrise la méthode et donc un consultant quelque part qui apporte le truc, les stagiaires ils vont pas y arriver, ils débarquent, ils ont pas forcément les éléments pour ils vont faire quelque chose. Moi, je pense qu'ils vont faire quelque chose, et justement, ça sera quelque chose qui sera peut-être pas aussi efficace que ce que va faire un consultant. Mais en tout cas, si tu le cadres bien, comme tu cadres de toute façon ton apprenti ou tout ça, et bah du coup, il va faire un résultat. Il va forcément trouver des choses qui vont moyen bien. Ils vont essayer de les corriger, et il y aura un résultat peut-être un peu moins important que si t'avais pris un consultant, mais il y aura parfois un résultat quoi. Et t'auras pas disrupté ton flux, t'auras pas éclaté les gens. Enfin, ça sera quelque chose. Donc plutôt que de prendre des consultants, prendre des stagiaires. Voilà, c'est moins cher. En tout cas, merci à tous. Ça fait une demi-heure qu'on parle social. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous et si vous avez des expériences qui vont dans ce cas. N'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, il y a un nombre trop faible d'écouteurs, d'auditeurs qui sont abonnés par rapport aux écoutes. Donc ça, c'est pénible si on veut valoriser un peu notre truc. Et pareil, n'oubliez pas notre podcast. Là, c'est marqué dans l'annexe 16. Donc les BPF, vous pouvez les écouter. Les BPF commentés, vous pouvez les écouter. L'annexe 16, on a commencé. La newsletter qui sort la semaine prochaine. Enfin bref, voilà. Suivez-nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ouais, parfait. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.